Si on m'avait dit quand j'ai commencé ce métier que le préambule à la conduite d'une super sportive, ce serait de la débrancher, je n'aurais pas voulu y croire une seconde. Malheureusement aujourd'hui, c'est une réalité qui me fait dire « les sportives, c'était mieux avant ». Sauf que ça, c'était mieux avant. Je me souviens l'avoir déjà dit au cours de ma brillante carrière de stagiaire. Et c'était il y a déjà 15 ans. Milieu des années 2000, la sportive moyenne ressemble plus ou moins à ça. Moteur atmosphérique, boîte mécanique, propulsion. Là, on a une 997, mais on aurait très bien pu prendre une Aston Martin V8 Vantage ou une Ferrari F430. 2009, c'est le drame. La Nissan GT-R débarque officiellement en Europe et là, au programme, on a moteur turbo, boîte robotisée et transmission intégrale. Le tout supervisé par une brochette de puces électroniques. Le truc fadasse, quoi. Ouais, puis c'est à cause de cette voiture que sont arrivés tous ces fléaux, là, la mode des voitures très lourdes, une autre mode, celle des launch control et des 0 à 100 km/h en je sais pas combien de secondes, bien avant les voitures électriques. Pour moi, c'était juste un gros tas de pixels échappés de Gran Turismo, sexy comme un PC, qu'offre des performances de dingue, mais pas forcément les sensations qui vont avec. Je parle même pas des défauts intrinsèques de la voiture, comme des lève-vitres de Micra, une position de conduite digne d'un Patrol. Bref, j'ai détesté cette voiture. Et j'en parle au passé parce que aujourd'hui, mais j'adore cette voiture. J'adore cette voiture, je kiffe cette caisse parce qu'en fait, je me suis débarrassé de ses a priori et que c'est sans doute la voiture la plus organique, la plus vivante que j'ai jamais conduite. Il y a les turbos qui soufflent, les différentiels qui sifflent, les arbres qui craquent dans tous les sens. Quand vous démarrez la voiture, vous croyez qu'elle est déjà en panne alors qu'en fait tout va bien, c'est normal, tout fonctionne normalement. Alors bien sûr, je peux pas écarter le fait que là, on a sous la main une Nismo et que ça a été la version la plus radicale de la GT-R. Je peux pas ignorer non plus que le contexte automobile a énormément changé. Mais même de toute façon, au-delà de cette ambiance mais surnaturelle, surréaliste, il y a le comportement de la voiture, le fait qu'elle pompe sur ses suspensions là un peu tout le temps sur la route. Vous avez un peu l'impression d'être sur les épaules de Sébastien Chabal pendant un sprint de 60 mètres. Alors là, vous vous accrochez un peu au truc, ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, ça va droit, toujours droit, et c'est rivé par terre. Pareil, le fonctionnement de la transmission intégrale, il y a l'arrière qui vit toujours un peu, et puis quand ça va trop loin, hop, l'avant qui s'accroche à la route. Enfin voilà, il y a un côté, oui, très animal, très vivant. Ouais, c'est vraiment une espèce de monstre, une créature fantastique, je sais pas, ça me fait penser à King Kong, ou peut-être on aurait pu l'appeler Godzilla. Comme quoi c'est pas malin de toujours vouloir s'accrocher au passé. Or si je reprends ma frise chronologique, on arrive aujourd'hui en 2023 à la McLaren Artura, une super sportive hybride rechargeable. Alors je sais pas si c'est un signe ou pas, mais les compteurs et le volant sont solidaires, comme dans la Nissan. Par défaut, l'Artura démarre en mode électrique. Elle vous épargne pas sa modernité, son électrification. Tout de suite, vous êtes dans le bain. Après, moi, je trouve ça relativement cool qu'une telle voiture, essaye de se faire discrète en ville, par exemple, dans un petit village comme celui-ci, de pas faire trop de bruit, de pas forcément émettre un maximum d'émissions polluantes. La voiture est suffisamment mal vue en ce moment pour que, à mon avis, ce soit pas si mal qu'elle fasse quelques efforts. Et puis, même ce côté électrique, ça me rappelle, peut-être je suis le seul, mais ça m'évoque les hypercars du championnat du monde endurance et des 24 heures du Mans, où vous les voyez sortir de leur box à l'électrique, de la voie des stands à l'électrique, et puis voilà, tout d'un coup, mettez gaz, et puis le V6 se réveille. Voilà, cette transition, ce contraste entre le silence relatif de l'électrique et la mise en route du V6 derrière vous, je trouve ça très sympa. Je trouve ça... Oui, ça ajoute un côté finalement sensationnel à une voiture hybride rechargeable. En tout cas, quand vous avez un tel moteur dans le dos. Au-delà de l'électrification,
Ce qui est surtout rassurant, c'est que les fondamentaux de la sportive et de la McLaren en particulier sont là, à commencer par la position de conduite. Comme d'hab, j'ai le bassin parfaitement aligné face au pédalier. Je suis dans une position semi-allongée. La pédale de frein est pile en face là, de mon pied gauche. Si vous aimez freiner pied gauche, les McLaren, franchement, je vous les recommande. Quand vous êtes installé de cette façon-là, vous avez un peu l'impression d'avoir un petit morceau de monoplace avec vous, un petit morceau de la voiture de Lando Norris avec vous. Et ça, c'est vraiment cool. Un autre grand savoir-faire de McLaren, c'est la direction, parce que son assistance de direction reste hydraulique. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on n'a jamais fait mieux. Je pense, même chez Porsche, où ils sont quand même très forts pour faire des directions électriques très informatives, mais je crois que l'hydraulique, il n'y a pas au-dessus. Voilà, ça copie juste ce qu'il faut, la route. Vous connaissez parfaitement le grain du bitume, le poids est parfait, c'est consistant comme il faut. Alors il y a toujours aussi ce toucher un peu particulier des freins, mais c'est pas dû à l'électrification, parce que McLaren n'a pas voulu de freinage régénératif, donc la pédale n'est toujours pas polluée par la régénération de la batterie, c'est juste qu'elle garde ce toucher justement très McLaren, un peu ferme, malgré tout assez mordant, donc c'est pas facile de doser sur les premiers kilomètres dans le trafic, dans les ralentissements, il faut s'y faire, mais ça reste très McLaren, très sportif, et une fois qu'on y est habitué, ça participe au côté supercar de la voiture. Alors du fait que le combiné reste toujours assez proche du volant parce qu'ils sont solidaires, on n'a pas tout à fait la même visibilité vers l'avant que sur les autres voitures de route de la marque jusqu'ici, où le pare-brise est vraiment très creusé vers le bas, vous avez la route qui vous saute à la figure. À part ça, la visibilité environnante est assez bonne, et là par exemple on a traversé quelques petits villages sans encombre, on n'a pas arraché la moitié de la voiture, bien que je conduise du mauvais côté de la route, n'est-ce pas, messieurs les Anglais? Finalement, le côté électrification, il se ressent plus presque sur l'amortissement, parce que évidemment l'Artura est loin d'être la plus légère des McLaren, et je trouve que c'est un peu sur la suspension que ça se ressent. On n'a pas le côté allégresse, souplesse, légèreté d'une 600 LT, d'une 570S ou même d'une 720S. L'Artura n'a pas d'amortissement adaptatif. Alors c'est pas inconfortable du tout, mais il y a ce supplément de fermeté qu'il n'y avait pas avant sur les autres McLaren. L'électrification nous fait perdre aussi 2 cylindres côté moteur thermique. Est-ce que ça vraiment c'est une mauvaise nouvelle? Pour moi non. J'étais pas un grand fan du V8 de la marque, parce que il avait une force dingue, mais je lui trouvais pas un caractère à s'en relever la nuit. C'est toujours pas le cas ici. D'ailleurs, il y a même toujours ces mêmes accents rauques avec ce V6, mais il a un côté chantant que n'avait pas le V8, je trouve. Et voilà, quand on accélère, quand on lui fait prendre des tours, je trouve que ça rajoute un peu de musicalité. Et puis si intrinsèquement il a moins de force que le V8, en fait là avec le moteur électrique, la réactivité est dingue. Le moteur électrique gomme tout temps de réponse, et pour peu que vous ayez un peu de tour en plus dans le moteur thermique, ça va très très vite. Ça va si vite que pour dégourdir un minimum les jambes des 680 chevaux et 720 Nm cumulés, direction le circuit, ou The Circuit, Goodwood, cet ancien aérodrome de la Royal Air Force transformé en autodrome après la Seconde Guerre mondiale. Une arène spectaculaire où d'anciennes bêtes de course croisent régulièrement le fer lors du Goodwood Revival. Je suis très content de rouler en voiture moderne, parce que aujourd'hui on est à Goodwood, le mythique circuit de Goodwood, et comme par hasard il fait un temps typiquement britannique, un peu venteux et bien humide. Voilà, petite bruine légère qui a bien humidifié le circuit, et il a la particularité ce tracé d'être plat, sans vraiment de relief, avec des dévers négatifs d'ailleurs, des dévers qui vous emmènent vers l'extérieur de la piste, et il est très rapide en fait, il n'y a pas vraiment de, je sais pas si on peut appeler ça des virages. Donc en gros la vitesse d'approche est hyper élevée, surtout avec une voiture de cette puissance là, et dire qu'il y a des mecs qui roulent là-dessus, dans ces mêmes conditions, pieds dans la tôle, avec des voitures en 60 ans, voire plus, 70 ans, 80 ans, bah les mecs, bravo quoi. Parce que là, moi, avec ma moderne,
suis quand même ravi d'avoir tout ce qu'il faut autour de moi. Déjà une coque carbone solide, des aides à la conduite, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir une moderne finement mise au point. Et je pense que l'Artura l'est. Parce que, bah voilà, dans ces conditions, j'en reviens à cette fameuse pédale de frein, mais de ne pas avoir opté pour un freinage régénératif, c'est vraiment une super idée parce qu'on a toujours un toucher de pédale constant, on a toujours la même résistance sous le pied, un toucher ferme, rassurant, et sans cette espèce de variation en fonction de la régénération de la batterie. Là, c'est parfait, c'est toujours pareil, toujours puissant, vraiment rassurant, ça permet rapidement de prendre ses marques. Et peut-être davantage se concentrer sur la pédale de gaz de cette propulsion, parce que effectivement l'un des points forts de l'électrification, mais qui devient parfois à son travers quand on est un peu trop bourrin comme moi, c'est que c'est hyper réactif. J'en parlais déjà sur la route, mais là en mode track, bah voilà, le couple déboule immédiatement, le couple du moteur électrique, et avec la combinaison du moteur thermique, y compris à bas régime, eh ben, on a une voiture qui relance, mais voilà, ça pédale. Hein. Hop là, je suis pleine charge, là, ça pédale. Et là, pour le gauche, je vais même lever un peu. Pour la première fois, McLaren utilise un différentiel piloté électroniquement. Bon, je peux pas vous en dire vraiment davantage parce que j'ai pas trop pris le risque de débrancher les aides à la conduite jusqu'ici. Et oui, je l'ai joué un peu petit slip. Mais les aides connectées, alors en grip latérale ça marche évidemment. En motricité ça semble fonctionner aussi. Sur le grain mouillé, pleine charge. On sent parfois, on entend parfois le régime s'emballer brièvement par des petites pertes d'adhérence, mais juste ici c'était pas trop scabreux. La boîte elle aussi est nouvelle, c'est une nouvelle boîte 8, c'était une boîte 7 auparavant sur les V8, l'étagement a été resserré donc ça donne encore davantage de punch au volant, c'est sur le mouillé, éventuellement opter pour un rapport supérieur pour éviter de perdre en motricité mais sans trop perdre en performance. C'est assez bien vu. Ça ne fait pas que baisser les consommations. L'équilibre de la voiture est vraiment instinctif parce que oui, c'est facile de doser les freins, la direction c'est un bonheur, j'en ai déjà parlé sur la route, mais cette consistance, mais c'est oui un bonheur parce que voilà, elle s'alourdit parfaitement à mesure que vous mettez de la charge dans les pneus, c'est un bon moyen de se repérer. Et puis la voiture est quand même bien rigide, le pack de batterie là, qui forcément amène du poids. Bon, mais ce poids il est quand même mis le plus bas possible, il est derrière moi, dans la coque carbone. Il sert au passage à rigidifier encore la coque. Et une voiture rigide, c'est une voiture plus facile à amortir. Et là sur le grain mouillé, une voiture bien amortie, hop là, c'est une voiture un petit peu plus prévisible à mener dans des conditions délicates. Ce circuit à Goodwood, mais c'est n'importe quoi. Ah, cette première phase là, je regarde le compteur vite fait, ouais, un petit 130-140, deuxième corde à allez, 160. C'est un peu flippant. Et puis un petit coup d'œil dans le rétro là, et je vois le mirage de chaleur qui s'échappe de la cheminée centrale du capot moteur. Un petit effet avion de chasse en post-combustion quoi. C'est assez plaisant. J'ai certainement pas les réflexes d'un pilote de chasse, mais j'en ai au moins en partie les sensations et c'est vraiment. Et je l'aime bien ce V6. Je l'aime bien. Après le premier avis que je m'étais fait sur route, franchement, je l'aime bien parce que ouais, il est un chouille moins monocorde que le V8. On n'y perd pas en tempérament, je trouve pas. Et oui, tout ce qui était pressenti sur route, la position de conduite, le toucher des freins, cette direction, la boîte qui obéit comme ça, le moteur qui est toujours là, toujours là. Ok, c'est pas délirant, c'est pas un moteur de GT3, vous n'avez pas
Les poils qui se dressent tout droit sur les bras quand vous prenez des tours, ça prend pas 9000 tours. Et non, ça a du bon la modernité. Quand elle est bien travaillée, même l'électrification, c'est pas simple. Voilà. Si je m'étais entendu dire ça il y a 15 ans, je pense que je me serais giflé. L'inconnu fait peur, et c'est vrai que l'avenir de l'automobile en est truffé. Mais l'expérience montre qu'après déjà quelques bouleversements, ce n'était pas forcément mieux avant, c'était surtout différent. Et dans le pire des cas, les sportifs du futur ont au moins une grande qualité, c'est de vous faire d'autant plus apprécier celle du passé. C'est déjà pas mal.